les gens veulent continuer à acheter à des bons prix, se faire plaisir, acheter des choses qui sont mode, bon prix, en quantité, et en même temps, ils ont une conscience écologique qui est de plus en plus forte et présente. Donc il y a une espèce de schizophrénie et il faut jongler avec ça. Et donc le marché il se construit comme ça. Donc il y a les très très gros qui sont la fast fashion, les H&M, les Zara, les Shein dans encore une autre mesure d'un côté. Et il y a toutes ces marques éco-responsables, durables qui s'inscrivent sur quelque chose qui est plus cher mais qui dure plus longtemps et qui répond à ce besoin. Et en fait c'est ça qui nous intéresse nous, c'est que les gens veulent continuer à consommer de manière à se faire plaisir, donc en renouvelant avec des prix intéressants. Et en même temps ils veulent répondre à cette conscience écologique et le Closet vient s'inscrire pile au milieu. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. L'économie de l'usage contre celle de la possession, c'est un mode de consommation de plus en plus répandu aujourd'hui. Il semble naturel pour beaucoup d'entre nous d'utiliser un Vélib plutôt que d'acheter un vélo ou de louer une voiture plutôt que d'en faire l'acquisition. Cette tendance à la location a même débarqué dans l'électroménager, les meubles ou encore les œuvres d'art. Alors que nous achetons des vêtements en masse et que nous ne les portons pas toujours beaucoup, alors que l'industrie de la mode génère une importante pollution, pourquoi ne louerait-on pas une garde-robe ? Depuis 2014, c'est exactement ce que propose le Closet aux femmes. Le concept est assez simple, les consommatrices souscrivent à un abonnement mensuel pour accéder à un dressing de plus de 60 marques. Je ne vais pas dévoiler plus en avant le concept car j'ai le plaisir de recevoir ce cofondateur, Ralph Mansour. Nous l'interrogeons bien sûr sur le marché de la mode, les tendances de consommation, sur les changements en cours et donc sur les usages. Ralph nous expliquera en détail le concept de la proposition de valeur de Le Closet, comment l'entreprise adresse-t-elle le marché, comment s'est-elle développée et quels sont les projets futurs. Bref, notre invité répondra à la question que nous nous posons tous. Est-il simple de convaincre une femme de louer ses vêtements plutôt que de les acheter ? Nous finirons bien sûr par le thème de la relation client qui inclut les sujets, data, CRM, réseaux sociaux, acquisition et fidélisation. Mais avant de commencer, Ralph, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, merci de m'accueillir pour ce podcast. Donc moi je suis Ralph Mansour, j'ai 32 ans, je suis papa de 2 enfants, je suis d'origine libanaise avec des parents qui étaient dans le retail entrepreneurs. Et j'ai créé le Closet en 2014 à la sortie de l'école. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, je suis ingénieur de formation. J'ai fait quelques mois dans le conseil avant de me rendre compte que je voulais créer ma boîte, monter ma boîte dans la mode, dans le prêt-à-porter. Donc je me suis lancé dans l'aventure en 2014 avec un autre ingénieur, Quentin, donc qui n'est pas là aujourd'hui, et avec qui on a créé la boîte de toutes mains en 7 ans en partant de peu de moyens à 2 et donc ça a évolué, on a vu le marché évoluer, on a vu les tendances. Tu vas nous raconter tout ça, mais il y a un truc que tu me dis que j'adore et qui est forcément pas logique pour moi, mais qui l'est pour toi, on l'entend quand tu le dis. Tu viens d'une famille libanaise avec des parents qui ont une histoire
bon, qui sont libanais, ok, mais qui ont une histoire de retailer, si je comprends bien. Ouais. C'est ça, il y a une culture de la vente dans la famille. Quand on est ingénieur, on se dit qu'a priori, on n'est pas forcément attiré par la vente, le retail en général. Comment on fait la passerelle entre les deux? Parce que Ouais. C'était quoi les études d'ingénieur en plus que tu as fait? C'est des études de BTP. Ouais, Donc, ingénieur BTP. Et en fait, non, ça s'est fait assez naturellement. Il y avait une envie qui brûlait de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat déjà. On a vu les parents grandir, en grandissant, réussir là-dedans. Donc ça nous attirait, ça avait l'air sympa. On a été baigné là-dedans, donc dans le commerce. Et en même temps, il y avait envie de faire quelque chose dans le prêt-à-porter, en se rendant compte que les modes de consommation... Et pourquoi tu avais envie de ça? T'avais quel âge quand tu venais d'être diplômé? T'avais quoi, 23 ans, un truc comme ça? Ouais, en fait, ça commence même plus tôt. Moi, dès que j'étais en première année d'école, j'étais toujours en train de réfléchir au projet que j'allais lancer juste après l'école. Mais alors, pourquoi tu as fait des études de BTP quelque part? C'est pas une école de commerce qui Alors, peut-être. J'étais bon en maths, bon en physique. J'ai fait une prépa. Après, la loi des concours fait que je me suis retrouvé dans une école spécialisée dans le BTP. Ça m'a plu. J'étais attiré aussi par le BTP. Quand j'ai dû réfléchir à mon projet concrètement, j'étais beaucoup plus attiré par ce secteur dans lequel je me suis lancé, qui était plein d'opportunités, qui était en pleine croissance. Donc, est-ce que c'est juste de dire que finalement la motivation qui a été la tienne a été en partie drivée par l'histoire familiale? C'est vrai? Alors, cette volonté entrepreneuriale, oui. Ouais. Et la mode? Et la mode, c'est fait par un mix de... J'ai aussi baigné un peu là-dedans parce que ma mère avait des boutiques de prêt-à-porter d'un côté. Et d'un autre côté, il y avait un sentiment que ça bougeait. Il y avait des belles opportunités qui se créaient. C'était un secteur qui était en train de se renouveler et donc qui avait envie de se jeter à l'eau là-dedans. Très bien. Quand tu lances finalement ton business, j'ai compris très peu de temps finalement après avoir été diplômé. Tu fais un passage dans le conseil, Ouais. t'en sors assez vite. Quelques mois. Quelques mois, c'est quasiment pas de... Voilà, bon, c'est juste pour confirmer que tu avais bien envie de faire... de suivre une carrière d'entrepreneur. Ouais. C'était le temps de trouver la bonne idée, créer la structure, etc. On va y revenir. Qu'est-ce que tu as l'impression qui peut te manquer pour devenir entrepreneur quand tu sors d'une école ou de quelques mois de conseil, là, enfin, après finalement avoir reçu ta formation académique? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des sujets avec lesquels tu es moins à l'aise? En fait, ce qui m'a permis de me lancer, c'est une grande naïveté. Si on commence à mettre... on va faire une grille de compétences de ce qui nous manque pour réussir sa boîte, on est cuit. Donc moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'étais encore trop jeune pour me rendre compte de tous les défauts que j'allais avoir, et donc je les ai découverts avec le temps. Sans les défauts, mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'es finalement associé avec un autre ingénieur. Absolument. Il était dans la même école que toi? Alors non, Quentin, c'est un centralien. En fait, on a commencé à travailler ensemble parce que lui, il était encore dans ses études pour le coup, et il cherchait un projet simplement pour valider son diplôme, parce qu'il faisait un master entrepreneurial là-bas, et il se trouve qu'il n'avait pas de projet. Il se trouve que moi j'avais un projet et que j'étais tout seul. Il est venu me voir, je lui ai dit bon bah si tu veux viens bosser avec moi. Comment vous êtes rencontrés? C'est un ami d'amis. Okay. Voilà. Okay. Donc il est venu et je lui ai dit de commencer à travailler avec moi s'il voulait valider son projet, le temps de faire son année, et après il ferait ce qu'il voudrait, et on n'avait pas pour ambition de s'associer. Ça s'est tellement bien passé, on a tellement réussi à délivrer sur des choses concrètes dans la boîte qu'on a complètement oublié le mode de fonctionnement qu'on avait ensemble, les deals qu'on avait ensemble, et assez naturellement on s'est tapé dans la main, on s'associe, on a fait 50-50 très vite et on est parti sur la boîte. Donc ça s'est fait de manière très naturelle. D'accord, merci pour cette précision. Je reviens sur ma question, sur ce qui te manque au sens... c'est lié à la question qui suivait sur ton associé. Souvent on se dit... du moins, j'ai été témoin souvent d'un ingénieur qui va aller s'associer avec plutôt un profil commercial ou marketing, sans qu'ils aient mis véritablement des lacunes dans des cases versus des forces dans une autre colonne. C'est juste qu'ils se disent il y a deux profils qui sont complémentaires. C'était un peu ça le sens de ma question. En fait, on était encore assez jeunes et assez polyvalents et assez débrouillards
pour ne pas avoir de spécialité chacun. Et on a choisi en fait avec le temps de se spécialiser de manière assez différente. Donc Quentin, qui est un profil plus tech, il est parti à fond sur la tech, les opérations, donc tout ce qui est en fait créer l'infrastructure qui a permis à Le Closet d'exister. Et moi j'avais un profil, enfin je me suis spécialisé, j'ai appris sur le tas, sur le market, les analytics, le business, donc le financement. Et donc il n'y avait pas forcément de compétences pures et dures là-dedans, mais on s'est retroussé les manches chacun. Il y a toutes les ressources qu'il faut disponibles partout, et donc on a appris en avançant, et c'est super utile parce que c'est des études accélérées en fait. Ouais, vous avez rajouté des cordes à vos arcs. Absolument. Et finalement, comme vous avez des cerveaux bien faits, vous avez appris vite. Ça s'est fait comme ça. Tout ça. C'est intéressant de voir cette association. Le projet, là aujourd'hui, je l'ai expliqué en introduction, le closet, c'est la location de vêtements. Il se définissait aussi de la même façon en 2014 quand tu t'es associé avec Quentin, c'était ça. Et comment vous avez eu cette idée, comment vous avez cru en ce projet? Ouais. Alors dès le premier jour, c'était de la location de vêtements. On est une des rares boîtes on n'a pas beaucoup pivoté. On a changé plein de choses dans la boîte, on a remodelé plein de choses, mais sur le business model, c'est le même. On fait de la location par abonnement mensuel qui donne accès en fait à des vêtements en illimité. Donc ça, c'est le modèle qui existait et qui existe toujours. Et on fait aussi de la vente de vêtements d'occasion. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y avait en fait une volonté de se lancer dans la mode parce que c'était un secteur en ébullition, plein d'opportunités, plein de choses qui se faisaient, des gros acteurs, des grosses marques qui commençaient à prendre un peu peur de la suite et donc à se renseigner sur quelles allaient être les nouvelles tendances de consommation. Et donc on a regardé partout ce qu'ils faisaient dans les autres pays, on a pris des sources d'inspiration et en fait il y avait plusieurs modèles qui se dégageaient. Il y avait la vente de seconde main, donc ce qu'on connaît, les Vinted, etc. Il y avait les matériaux très durables, donc des marques qui produisent un jean qui va durer 20 ans et qui ne peut plus pas se déchirer, qui ne peut pas se découper. Et il y avait ces modèles de location par abonnement mensuel qui changeaient un peu des anciens modèles de location qui ressemblaient plus à je loue une robe pour un événement. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est-à-dire c'était assez ponctuel. Finalement, tu as besoin d'un costume pour un mariage, 3 pièces, tu vas louer ton costume et puis voilà. Exactement. La grosse différence de ces nouveaux modèles de location, c'est que c'est pour du quotidien. Ça veut dire que je m'habille avec des vêtements que je loue. Et donc c'est ce modèle qui nous a le plus attiré par son business model, par sa complexité opérationnelle, parce que c'est un modèle qui est très lourd derrière, et par tous ces aspects-là. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça qui nous a attiré, on s'est lancé là-dedans. Alors, les acteurs qui avaient déjà un peu de poids en 2014, ils se trouvent où? Alors, la majorité se trouve aux États-Unis. Donc d'accord. C'est des boîtes comme Rennes the Runway, Le Todd qui existent toujours et qui grossissent. C'était le premier pays à lancer ce type de boîte. Après, maintenant, il y en a pas mal en Europe, il y en a en Chine, au Japon, il y en a un peu partout dans le monde. Vous avez eu besoin de vous déplacer aux US pour comprendre comment ça fonctionnait ou vous avez réussi à tout faire à distance? Non, on s'est inspiré, on a lu des articles, on s'est renseigné dans la presse. Tous les sites spécialisés, TechCrunch, etc. sont des ressources formidables, donc on a creusé tout ça. Avec le recul, en se lançant là, est-ce que vous avez l'impression d'avoir à peu près fait au mieux, ou est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement? Qu'est-ce que vous avez appris en fait? Alors il y a plein de choses qu'on ferait autrement, il y a plein de choses sur lesquelles on s'est cassé les dents et ça fait partie du parcours, je pense. Mais bien sûr, mais c'est quoi les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Alors, moi je me souviens que au lancement, j'entends. Ouais, il y a quelque chose que j'ai beaucoup regretté tout au début, c'est que quand on a créé la boîte, on avait 20 000 euros. On avait mis 20 000 euros dans la boîte et c'était ce qu'il nous fallait pour développer la boîte sur le long terme. Et en fait, j'avais fait quelque chose que je recommande à personne de faire maintenant et que je referai plus, c'est que j'avais mis une grosse partie de l'argent à développer un outil, donc un site qui permettait d'assurer la logistique, les opérations et le côté client, où j'avais brûlé la moitié de la somme en payant quelqu'un qui le faisait, et en fait qui était produit par les fruits de mon cerveau, donc très théorique. Et il se trouve qu'il n'y avait pas encore d'abonnés, il n'y avait pas encore de logistique, il n'y avait pas encore d'opération. Et le jour en fait, où on a eu les premiers abonnés, on s'est rendu compte que la théorie qu'on avait pensée, c'était à côté. C'était pas exactement... T'as un exemple en tête? Ouais, j'ai plein d'exemples en tête.
la manière de, je sais pas, il y a une abonnée qui arrive sur le site qui s'abonne. J'avais prévu des outils pour aller préparer sa commande. Donc c'était, il y a telle commande qui arrive, il y a telle commande qui arrive, il y a telle commande qui arrive. En fait, il se trouve que le site était fait pour aller faire une commande par une commande, et en fait, c'était infaisable dans les opérations parce que ça marchait pas. Il fallait prendre un vêtement là-bas, aller chercher un autre vêtement là-bas, etc. Et donc ça tournait pas bien. Et donc on a mis à la poubelle cet outil, et Quentin nous a refait un bel outil qui était fait à la main pour le coup, Excel, sur lequel on a construit petit à petit. Et en fait, c'était une des plus grosses erreurs, je pense, c'est ne pas théoriser, ne pas prévoir les besoins, mais plutôt répondre aux besoins quand ils viennent petit à petit, et construire sur la base de besoins réels plus que de besoins potentiels et prospectifs qui sont le fruit du cerveau, aussi intelligent soit-il. Ça marche pas, en tout cas ça n'a pas marché avec nous, et donc construire au fur et à mesure qu'on ressent le besoin. Et donc c'est comme ça qu'on a fait. Donc c'était une belle erreur qui nous a beaucoup appris, parce que toute la suite c'était une des valeurs de la boîte, qu'on a mis dans la boîte, et on a réussi à construire en fait sur la base de besoins réels, et donc construire des briques petit à petit, qui fait que maintenant on a un outil qui est formidable, qui a pas été construit en avance pour répondre aux besoins, mais qui est arrivé avec le temps. Et du coup, ça veut dire qu'il est évolutif. Oui, parce que maintenant, du coup, c'est développé. Il y a une équipe de développeurs maintenant qui ont un fonctionnement qui est leur. Finalement, c'est l'expérience en fait. Ton type, c'est dire, faut quand même construire sur un peu d'expérience, pas sur rien. Valoriser le retour d'expérience. C'est ça. C'est construire sur un vrai besoin palpable, et pas sur un besoin qu'on pense exister. Merci pour cette présentation. On sait un peu mieux maintenant qui tu es, comment tu as fait. Je vais pas aller plus loin pour comprendre la suite de l'histoire de Le Closet. On va y arriver après. Avant ça, je voudrais qu'on s'attarde un moment sur le marché. On est en 2022, fin 2022 bientôt. Les choses, et tu l'as dit déjà en 2014, s'inscrivaient dans un changement, cette industrie. On en parlait avant d'appuyer sur le bouton enregistrement. Il y a eu des prises de conscience au niveau des consommateurs qui ont changé. On n'a plus envie de consommer exactement de la même façon, mais en même temps, il y a des comportements un peu schizophrènes, entre autres sur les générations Z, les nouvelles générations. Si on parlait du cas de Chine, ce fameux acteur chinois qui propose de l'ultra fast fashion cheap. Et c'est à la fois sur Chine et sur d'autres distributeurs que les jeunes se rendent. Ils sont très sensibles à l'environnement, mais bon, Chine, c'est tout sauf un acteur qui respecte l'environnement et les notions RSE au sens large. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le marché, toi ? Comment tu vois les choses ? Je suis complètement d'accord avec ce constat paradoxal, qui est que les gens veulent continuer à acheter à des bons prix, se faire plaisir, acheter des choses qui sont mode, bon prix, en quantité, et en même temps, ils ont une conscience écologique qui est de plus en plus forte et présente. Donc il y a une espèce de schizophrénie, et il faut jongler avec ça. Et donc le marché, il se construit comme ça. Donc il y a les très très gros qui sont la fast fashion, les H&M, les Zara, les Shein dans encore une autre mesure d'un côté, et il y a toutes ces marques éco-responsables, durables, qui s'inscrivent sur quelque chose qui est plus cher, mais qui dure plus longtemps et qui répond à ce besoin. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est que les gens veulent continuer à consommer de manière à se faire plaisir, donc en renouvelant avec des prix intéressants, et en même temps, ils veulent répondre à cette conscience écologique, et Le Closet vient s'inscrire pile au milieu de ça. On comprend en filigrane ta position, mais revenons sur des aspects plus globaux. On voit effectivement de nouveaux acteurs arriver. Alors c'est quoi les marques auxquelles tu penses qui ou se sont transformées ou qui sont nouvelles ? Moi je pense par exemple à quelqu'un comme Fago qui vient proposer quelque chose d'autre dans le monde. Alors c'est la mode masculine, mais voilà, il y a une notion environnementale, RSE, même de recyclage qui est fort. Donc il y a ces nouvelles marques. Il y a alors les existantes, les historiques, les H&M, les Zara, et comment elles changent. Et puis il y a les autres circuits mode de vente circulaire finalement, avec les plateformes type Vinted qui permet à un particulier de revendre ses vêtements. Et là il y a un lien qui se crée avec les marques,
puisque les marques originaires voient bien qu'elles perdent le contrôle d'une partie d'un marché secondaire de l'occasion, donc elles essayent de revenir avec des plateformes en proposant de plus en plus à leurs consommateurs ou consommatrices d'utiliser ces plateformes pour revendre leurs vêtements. Cette réalité-là, les consommateurs en sont conscients. Parce que quand on voit les chiffres de Zara, là, ils publient Inditex, là, ils publient ils ont battu les records de rentabilité. C'est quoi l'idée, là? En fait, déjà pour faire un petit aperçu du marché, il y a effectivement les marques qui s'inscrivent qui naissent comme ça, donc les Ekyog, les Asphalt, etc., qui naissent sur cette base-là. Donc ça, c'est une partie du marché. Il y a effectivement des grosses marques qui sentent que le vent est en train de tourner et qui sont en train de revoir leur stratégie. Donc je pense aux marques qui vont, donc Cézanne par exemple, qui investissent sur la seconde main. Ça veut dire qu'ils essayent d'intégrer la seconde main, de maîtriser leur seconde main pour pas que ça soit dans les mains de Vinted et qu'ils perdent une partie de leur marché. Il y a des marques qui essayent de trouver les nouveaux modèles, donc qui gardent leur business traditionnel et qui lancent des circuits plus durables, donc une sous-marque avec un autre nom, H&M Grimm par exemple, où en fait c'est des marques. Enfin, c'est des lignes qui sont conçues différemment pour répondre à un besoin de marché, des modèles différents, donc de la location, etc. Il y a Levi's, par exemple, qui se lance sur des partenariats de location où une partie de leur collection va être complètement louée. Et effectivement, il y a ces boîtes qu'on ne comprend pas, qui sont Zara, Shein, qui continuent à faire exploser les croissances et donc qui assument complètement leur position, qui continuent à exploser, qui répondent forcément à un besoin si elles continuent à grossir. Il faut réussir à naviguer autour de tout ce marché qui est assez éclaté, qui est assez différent, avec quand même une tendance de fond qui est que soit on va vers quelque chose de très durable, les marques entre les deux sortent des modèles durables, soit on va sur de la vraiment fast fashion. Et comment se positionnent les acteurs plutôt premium du marché de la mode parce que là on parle du fast fashion qui en volume et en valeur sont les acteurs les plus importants et on comprend pourquoi. Mais sur les acteurs plus premium, peut-être plus presque luxe, comment ça se passe chez eux? C'est des boîtes qui essayent de faire la transition pour le coup. Je prends les exemples de Bash, Mage, qui sont des beaux exemples sur des marques de marques premium. Bash a sorti son modèle de location il n'y a pas longtemps et son modèle de vente de seconde main en marque blanche aussi. Mage a fait pareil. Mage a sorti son propre site pour louer des vêtements Mage. Donc je pense que leur tendance, c'est d'aller tester 2, 3, 4 modèles qui s'inscrivent dans quelque chose qu'attendent plus les consommateurs, de s'ouvrir un petit peu et de réussir à basculer petit à petit vers ces modèles. Parce que tu l'évoques, on parle beaucoup du consommateur en fait, et tu as raison, il y a les besoins en fait finalement. Les marques produisent en fonction de ce qu'elles arrivent à vendre, donc des comportements des consommateurs. Tu peux nous raconter un peu côté production, comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'on entend que ça vient tout de Chine, c'est toujours le cas. Quand les marques essayent de changer, est-ce qu'elles ont aussi des réflexions de relocalisation? C'est quoi de l'autre côté de la barrière? Comment ça se passe? L'autre côté de la barrière, ça va pas être la partie qu'on maîtrise le plus. Nous, ce qu'on regarde, c'est où est-ce que sont fabriqués les vêtements de nos fournisseurs. Et c'est à peu près réparti un peu partout dans le monde. Il y a des marques qui, du coup, sont en train de transiter, donc qui fabriquaient beaucoup en Asie, et qui sont en train de revenir vers Maghreb ou Europe, Espagne et Portugal. Et il y a des marques qui restent en Europe. C'est assez éclaté. Donc là, j'aurais pas de tendance générale à donner. On voit qu'il y a quand même la tendance, c'est pas à partir, hein, c'est plus à revenir. Ouais. Et ça, c'est vrai, quels que soient les types de marques. Ouais. Comment dire, le consommateur aujourd'hui, il a à la fois des comportements schizophrènes, enfin on l'a dit tout à l'heure, la génération Z qui achète chez Shein dans l'ultra fast fashion et en même temps qui cherche à avoir de l'impact dans ses consommations. Mais toutes les autres, moi je suis pas dans la génération Z, j'ai des enfants qui y sont, mais c'est quoi les autres comportements d'achat? Comment les consommateurs perçoivent un peu dans les autres catégories d'âge les changements qui sont en cours? Par exemple, qu'est-ce qui aujourd'hui loue chez toi?
Et nous, ce qu'on va intéresser, ça va être une cible déjà de gens qui travaillent. Donc, on n'a pas d'étudiants ou de Gen Z. C'est plus des gens qui travaillent, donc urbains plutôt, entre 25, 35, 40 ans. Assez urbains, donc dans les villes, mais répartis un peu partout en France et en Belgique et au Luxembourg. Qui en fait veulent se faire plaisir, donc c'est quelque chose qui est assez commun, donc ils veulent pouvoir renouveler, les limiter, ça leur plaît, et en même temps ils ont cette conscience écologique. Donc si on leur demande pourquoi est-ce que vous abonnez chez Le Closet, les deux grosses valeurs qui ressortent, c'est se faire plaisir, renouveler, et deux, cette conscience écologique, je veux consommer de manière un petit peu différente. C'est les deux choses qui ressortent, et c'est exactement, je pense, vers ça qu'il faut tendre. C'est qu'il faut avoir une logique de consommer mieux, en réussissant à trouver des modèles qui permettent de continuer à se faire plaisir. Et donc, toute la subtilité de trouver le bon curseur. D'accord. La location, donc l'usage plutôt que la possession dans le monde des vêtements, de la mode, tu sens que c'est acquis ou qu'il y a encore besoin un peu d'éduquer le marché? Comment ça se passe? Parce que et d'ailleurs on devrait en parler. Tu t'adresses aux femmes, mais pourquoi pas aux hommes? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence de comportement entre des consommatrices et des consommateurs par rapport à la mode, par rapport aux enjeux environnementaux dans la mode? C'est quoi le... Déjà, entre le moment où on s'est lancé en 2014, où pour le coup la location, c'est peut-être 2 personnes sur 3 qui nous disaient louer, non jamais, et maintenant où c'est plus 1 personne sur 5 qui nous dit louer jamais, ça a évolué de manière considérable. Ça veut dire que c'est en train de changer sur ce mode de consommation spécifique grâce au travail de plein d'acteurs, pas que sur la mode d'ailleurs, sur d'autres verticales. Donc il y a une évolution qui se fait de manière assez naturelle où les gens sont beaucoup plus prêts à louer leur garde-robe pour le quotidien. C'était le cas en 2014, mais beaucoup moins. Et donc là, ça évolue dans le bon sens, de manière assez puissante et partout en Europe. Donc c'est plutôt quelque chose de positif pour nous. Ça me rappelle un petit peu Airbnb, où au tout début c'était le modèle de Airbnb, c'était je loue un canapé chez moi, et maintenant donc c'était des sujets qui étaient un petit peu mal vus, où les gens étaient plutôt réticents. Et quand on voit la taille de Airbnb maintenant, on réussit à voir comment les gens ont fait le gap d'ouvrir leur appartement à d'autres personnes avec l'opportunité d'habiter chez eux et de loger des gens pour faire du revenu. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'évolution de la psychologie des gens, c'est quelque chose qui se fait de manière assez rapide et de manière assez conséquente. Donc, dans 5 ans, je pense que ça sera quelque chose d'une ampleur encore plus grande. Et pourquoi les femmes et pas les hommes? Pourquoi les femmes et pas les hommes? Simplement, en 2014, il fallait se lancer. On allait voir 10 marques d'hommes contre 1000 marques de femmes avec possibilité de travailler et de faire des partenariats. C'était plus facile d'aller vers la femme. C'était plus par opportunité que par choix stratégique. Mais finalement, le marché réagit pas tellement différemment entre les hommes et les femmes? Alors, je pense que c'est pas les mêmes modes de consommation. Je pense que le marché qu'on touche, donc les gens qui vont aller travailler 25-35 ans, urbains, sur l'homme, c'est un peu plus cadré sur la possibilité de renouveler, de faire des folies, etc. Sur la femme, il y a beaucoup plus d'options, beaucoup plus de choix, ce qui rend notre modèle beaucoup plus intéressant. Ok, donc c'est pas exactement le même marché. Non, je pense pas. D'accord. Les hommes ont une relation aux fringues qui n'est pas tout à fait la même que les femmes? En tout cas, ils ont moins d'options. Ok. Ou en tout cas, ils se donnent moins d'options. Ça veut dire que j'aurais du mal à mettre une robe, même s'il y a des hommes qui le font, j'aurais du mal à mettre une robe demain. Je peux moins renouveler, j'ai moins de choix, je suis plus cadré sur mes choix. Okay. Ça peut évoluer, je sais pas. Bon, merci pour ces éléments de compréhension du marché. Je sais pas si ça va évoluer, mais en fait, dans le fond, je crois que tu as compris que, effectivement, je pense que la relation aux vêtements entre les hommes et les femmes n'est pas tout à fait la même.
Merci, on comprend un peu plus ce marché qui change avec les enjeux, les acteurs historiques qui sont présents, les consommateurs qui ne sont pas toujours faciles à cerner, à prévoir, les usages qui arrivent de façon qui commencent à s'imposer dans le paysage. On va maintenant revenir quand même sur le closet, là où on l'a laissé, et on l'a laissé globalement au début de la création avec Quentin. Tu t'es associé, tu nous as expliqué finalement comment vous étiez répartis les rôles, et là il faut avancer. Tu as commencé à te dire, votre business il est hyper opérationnel. Tu peux nous dire plus en détail ce que ça veut dire opérationnel, parce que faut se mettre à la place de ceux qui maîtrisent peut-être pas toutes les opérations, mais là il y a les expéditions, il y a les retours. Donc avant d'arriver dans les opérations, je réfléchis en même temps que je te parle. Détaille-nous un peu plus que ce que j'ai fait, la proposition de valeur pour les consommatrices. Qu'est-ce que vous leur... C'est un abonnement. Il y a différents abonnements, il y a combien de pièces, comment elles peuvent faire pour retourner, comment ça fonctionne, quoi. Un côté front office quelque part. Du coup, nous, ce qu'on propose, ça va être de la location et de la vente de seconde main, donc pour les femmes, sur une 60aine de marques. Le modèle, c'est en tant qu'abonné, j'arrive sur le site, je choisis mon abonnement, j'ai 3 possibilités d'abonnement. Chaque abonnement diffère par la taille, le nombre de vêtements et d'accessoires que je peux avoir en même temps chez moi. Je m'abonne, je choisis mon abonnement, donc 49 €, c'est le plus populaire par exemple. Je l'active. Et là, donc chez moi, je vais recevoir la sélection, soit qu'on m'a recommandé, soit que j'ai choisi, parce qu'on envoie une recommandation de box et je peux interagir avec, changer les vêtements s'ils me plaisent, ils me plaisent pas. Donc une veste noire, une robe rouge, 2 accessoires et une jupe par exemple. C'est ce que je reçois chez moi. Les accessoires, c'est ceinture, c'est sac, ceinture, foulard, chapeau, lunettes de soleil, il y en a plein. Donc je reçois cette box chez moi. Et j'en profite, donc je peux en profiter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est moi qui choisis le temps dont c'est ça, dont je veux profiter de mes tenues. Dès que j'en ai marre, dès que je veux changer, je remballe tous les vêtements accessoires dans mon enveloppe prépayée, qui est à l'intérieur donc du contenu. Et je le redépose en boîte aux lettres ou dans ma propre boîte aux lettres, parce que la Poste a sorti une collecte à domicile, donc ça c'est super sympa. Donc je le mets dans ma boîte aux lettres, la Poste passe le chercher, ou je vais en point relais, ce que je préfère. Et je réitère, ça veut dire que je reçois une nouvelle sélection avec des nouveaux vêtements accessoires. Que l'algo a choisi ou que toi tu as choisi. L'algo choisit de base et que moi je peux changer si ça me plaît pas. Je valide, je reçois la nouvelle sélection, et ça en fait je peux le faire autant de fois que je veux dans le mois pour le même prix. Ça veut dire que je vais payer 49 € par mois et je peux échanger ma box autant de fois que je veux. On peut imaginer qu'une consommatrice toutes les semaines change les vêtements. Absolument. Donc ça c'est l'offre côté. Ça c'est côté client. Côté client. Attends, il y a quand même aussi côté client la possibilité d'acheter les vêtements. Absolument. Si j'ai un coup de cœur sur une de mes pièces que j'ai reçue dans ma box, je peux juste la garder parce que j'ai eu beaucoup de compliments. C'est ça le cas d'usage, c'est que je l'ai mis et ça a beaucoup plu autour de moi, donc ça me plaît. Et donc je garde, je renvoie le reste de ma box et je suis facturé à un tarif qui est préférentiel, donc 80% moins cher. 1 du fait que je paye mon abonnement, 2 du fait que c'est des vêtements de seconde main. Oui, et merci de faire la transition, parce que c'est là où je voulais t'emmener, effectivement. Ce sont des vêtements de seconde main. En fait, vous achetez des vêtements neufs. Absolument. Que vous mettez à la location, et quand ils sont renvoyés, ils sont réutilisés. Comment ça fonctionne ? Exactement. Donc nous, on a un partenariat avec une 60aine de marques. On achète comme un e-commerçant classique des stocks de vêtements neufs. Qui sont choisis par nos stylistes. On les fait entrer dans notre catalogue, dans notre inventaire. Ça 60 marques, c'est combien de pièces ? Parce qu'il y a toutes les tailles et qu'il faut... En fait, c'est 60 marques tournantes. Ça veut dire qu'au total, on a dû avoir 300 partenariats avec des marques, mais on les renouvelle. Donc, il y a des partenariats qu'on stoppe, des partenariats qu'on va chercher, etc. Là, le stock, c'est à peu près 100 000 vêtements. 100 000 vêtements. Ouais, ok. Pardon, je t'ai coupé. Donc en fait, il y a, on parlait de la seconde main, parce que vous recevez ces pièces neuves. Donc ils sont envoyés chez les premières abonnés. Donc la première fois que le vêtement est envoyé, il est neuf. Hein. Ouais, bien sûr. Donc l'abonné le porte
elle le renvoie, et c'est là en fait où tout le circuit devient compliqué. Ça veut dire que ça arrive dans notre hub logistique, et nous on a un service de blanchisserie, retoucherie, remise au propre, et le vêtement est renvoyé dans l'inventaire, et ensuite il est renvoyé du coup à la nouvelle abonnée qui va le choisir, et ainsi de suite. Et donc c'est des... Donc le vêtement a un cycle de vie, Ouais. partagé avec les différentes consommatrices qui le louent. Absolument. On arrive à mesurer une durée de vie, c'est quoi une durée de location ou comment on mesure un vêtement, combien de temps vous le gardez? Je peux donner des chiffres en moyenne. Après, ça dépend énormément sûr, de la typologie des vêtements. Nous, on vise une quinzaine de rotations par vêtement. Ok, ça c'est le KPI, c'est les rotations, et donc une quinzaine par vêtement. C'est ça, donc on met tout en œuvre pour que on ait le plus de soins possible au retour du vêtement. Donc la blanchisserie, c'est des lessives qui sont bien sélectionnées, bien choisies. Ensuite, on a un service de retoucherie où on rattrape tout ce qu'on peut rattraper. Et de cette manière, en fait, on réussit à optimiser la durée de vie de vêtements. Quel est le pourcentage de vêtements qui finit par être acheté? Sur le très long terme, en fait, on vend 80% des vêtements. Ah oui. Ouais. Donc il y a 20% de vêtements résiduels. Exactement. Qui ont une fin de vie. C'est-à-dire à un moment, vous devez les considérer comme étant plus louables. Alors, dans ces 20%, donc il y a 80%, mais c'est du long terme. Ça veut dire au bout de un an et demi, donc 18 mois, 80% qui sont vendus. Ouais. Et du coup 20% qui se découpent en des vêtements qui sont sélectionnés pour être très durables, donc les basiques, des jeans avec des matériaux très durables. Donc cela continue à tourner, ça correspond à peu près à 5% des 20%, enfin 5% sur 20%. Du total, donc il reste 15%. Ouais, 5 points, voilà. Ouais. Et sur ces 15% de vêtements? Alors ces 15% en fait ça va être donc il y a un moment où on va les sortir, donc on les stocke chez nous, et en fait on a des partenariats avec des upcyclers, ça s'appelle, donc qui viennent récupérer des vêtements, donc des palettes de vêtements entières, hein. Et en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont leur donner une troisième vie. Ça veut dire qu'ils vont les retoucher et revendre dans leur réseau de magasins. Donc le gros partenaire qu'on a, c'est Slow Mode, qui récupère et qui donne une troisième vie à ces vêtements, donc, et on jette rien du tout. Donc ça veut dire que le bilan, il est excellent. Le bilan carbone ou le bilan environnemental, pour vous, il est bon. Cependant, est-ce qu'on peut dire qu'il est à nuancer par le fait qu'il y ait ces échanges, les livraisons, elle n'est pas neutre en carbone? Ouais, c'est ça. Et donc effectivement, le bilan des vêtements est très intéressant, d'autant plus qu'on a des circuits de lavage qui sont bien optimisés, avec des lessives bien sélectionnées, éco-labellisées, donc ça c'est nickel. Le transport, en fait, c'est le sujet qui doit être amélioré avec le temps. Donc ce qu'on fait déjà, ce qui existe en ce moment, c'est qu'on a des compensation. Ça veut dire que chaque transporteur qui fait son aller-retour, on compense l'impact carbone avec des partenariats qu'on a avec les transporteurs. Donc ça, c'est ça qu'on fait pour le moment. Vous arrivez à rendre cette compensation, neutre, le résultat? Ouais, c'est neutre, c'est compensé. Après, on peut toujours faire mieux que compenser, ça veut dire qu'on peut... ne pas produire. C'est ça. Et du coup, en fait, ce que les transporteurs sont en train de... Parce que c'est les premiers touchés par ces bilans carbone, sont en train de basculer vers des flottes de plus en plus électriques qui, en France, du coup, est moins... là, vous êtes tributaire des transporteurs pour baisser la production carbone du transport? Non, parce qu'en fait, il y a déjà sur le marché des offres de transport électrique. Donc vous choisissez dans la mesure du possible ceux qui ont un bilan carbone le moins élevé possible. C'est ça. Ça veut dire que nous, dans notre dispatch, on a l'opportunité d'aller plus vers ça. Et donc là, actuellement, c'est pas 100% du dispatch, mais ça monte petit à petit. Et surtout, chez les transporteurs, l'offre aussi monte petit à petit. Donc ça veut dire que les prix sont en train de s'équilibrer. Donc ça va devenir de plus en plus facile d'aller vers ça. Donc le modèle tend vers un impact carbone qui va être de plus en plus intéressant. Ok. Si tout n'est pas parfait actuellement, effectivement. Alors merci pour ces informations sur ce que vous offrez en fait à vos consommatrices. Il y a d'ailleurs un sujet femme enceinte dans l'offre, j'ai vu sur le site, parce Absolument. que vous adressez finalement un sujet tout à fait, éphémère pour une femme qui doit changer de vêtements et du fait
sa grossesse. En fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. On n'avait pas lancé la femme enceinte au début. Et on avait les yeux rivés sur notre rétention. Comment faire en sorte que les abonnés restent le plus longtemps chez nous. Et en fait, du coup, en faisant les analyses, il y avait une raison qui revenait de manière systématique. Je peux plus m'abonner parce que je vais être enceinte. Je suis enceinte et les vêtements ne me correspondent plus. C'est vraiment dommage que vous ne proposiez pas de vêtements enceintes. Et du coup, par la force des choses, on allait trouver 15 marques partenaires pour nous faire l'offre maternité et on l'a inclus dans notre offre avec cette volonté de pouvoir accompagner sur du quotidien. Ça veut dire que nous, notre volonté, c'est que cet abonnement à la location, ça soit dans les modes de consommation quotidiens. Et donc pour ça, on est obligé de suivre les différentes étapes de la vie de chacun et chacune. Surtout que finalement, le cœur cible, tu disais, c'est 25-35, c'est ça. C'est typiquement les âges auxquels les femmes... La probabilité monte sur la maternité, absolument. Ouais, exactement. Avant qu'on revienne sur les consommatrices, revenons sur... attardons-nous sur les opérations, puisque maintenant qu'on a bien compris pardon, ce que Le Closet propose, l'offre pour les consommatrices, ça a un impact énorme en termes d'opérations. D'abord, tu penses auquel ? Déjà, quand on a construit la boîte, on n'avait pas d'opération en tant que telle. Et il y avait des sujets tellement complexes qu'on voulait en fait s'en débarrasser et qu'on cherchait les logisticiens et les partenaires parce qu'il y a des logisticiens sur le marché qui opèrent la logistique pour le compte d'eux. Donc on cherchait ce type d'acteurs et personne ne réussissait à maîtriser un circuit aussi complexe parce que personne n'avait développé les outils parce qu'il y avait trop peu de marché. La complexité, elle se trouve dans les échanges quotidiens avec vos consommatrices. C'est ça. Ce que personne ne maîtrisait, c'est cet aspect de... Donc l'aller, c'est très simple, c'est des préparations de commandes et on envoie. C'est plus le retour où ça se complexifie. C'est que je renvoie une commande et donc il faut faire des batchs avec toutes les commandes qu'on reçoit chaque jour. Et il faut réussir en fait à avoir un process optimisé de tri de vêtements, intelligence blanchisserie pour pas les abîmer, pour que les bons vêtements aillent avec les bons vêtements, que les machines tournent, retoucherie pour les vêtements qui ont un petit accroc parce qu'on peut pas se permettre de mettre à la poubelle n'importe quel vêtement parce qu'il y a un bouton qui est tombé alors que c'est faisable de le rattraper, sinon notre modèle tourne pas et en plus notre modèle n'a plus de sens écologique. Donc blanchisserie, retoucherie, remise à disposition du stock et après c'est reparti. Mais donc toute cette complexité, c'était dans ce mécanisme de je trie les vêtements, je les mets, j'ai un process optimisé de blanchisserie, un process optimisé de retoucherie et je les remets en stock. Et personne ne savait faire ça sur le marché de manière complète. Et du coup, on a dû, par la force des choses, à chaque fois qu'il y avait une courbe de croissance un peu forte, mettre à jour nos opérations pour pouvoir réussir à délivrer ce type de... Donc aujourd'hui, vous avez internalisé tout ça. C'est ça. Vous avez même un entrepôt à vous. C'est ça. Pendant longtemps, en fait, on bougeait d'entrepôt régulièrement à chaque fois qu'on grossissait. 2019, on commençait à avoir un volume plus industriel et plus intéressant. Parenthèse, attends, je te laisse reprendre après, mais pour avoir une idée sur les volumes, justement, aujourd'hui, c'est combien de commandes, c'est combien de clientes, juste pour qu'on ait une idée. On traite à peu près 1 million de vêtements dans notre entrepôt. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de vêtements qui transitent dans notre entrepôt par an, pardon. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça a combien de clientes ? Alors, c'est 30 000 clientes abonnées et plus abonnées qui ont des closets chez elles ou qui sont entre deux closets. Ok, merci. Voilà, c'est juste pour mesurer un peu les enjeux logistiques, parce que c'est vrai que les volumes viennent rendre la complexité des opérations plus forte. Ouais. Et encore, on fait 1 million de vêtements. Ça veut dire que l'ambition, elle est croissante avec le temps. Donc les opérations, vous avez votre entrepôt. C'est ça. 2019, du coup, jusque de 2014 à 2019, on change d'entrepôt régulièrement parce que on grossit tout simplement et il faut aller plus de surface pour les stocks, etc. 2019, on fait un volume industriel et suffisamment intéressant et on investit massivement dans un outil logistique. Ça veut dire qu'on achète un terrain, on fait construire un entrepôt et on installe des machines dedans. Donc le projet termine en 2021. En 2021, on bascule dans ce nouvel entrepôt et là maintenant en fait on est dans un entrepôt qui fait 4000 m² environ et sauf qu'il est super optimisé avec des machines de partout et avec une capacité où on peut faire x10 dans le futur en termes de traitement des vêtements. La logistique, il y a
Le stockage des vêtements, j'essaye d'imaginer comment, parce que je connais un peu les sujets, mais quand on achète des vêtements neufs, le fabricant, il les a mis sous pli, ils sont emballés, et donc ils sont prêts à être expédiés. C'est sur des racks, et puis on va faire le picking dans les racks, des vêtements sous blister. Hein, globalement, c'est un peu ça. Mais quand on fait de la loc, on n'est plus sur cette dimension-là. Un chemisier, vous le repliez ou pas? Est-ce que c'est sur cintre? Comment faut imaginer l'entrepôt? Alors le circuit neuf, en fait, donc on a des cartons qui arrivent avec tous les vêtements neufs, donc c'est classique. On ouvre chaque pièce et en fait on tag chaque pièce. Ça veut dire que chaque pièce, on lui accole un identifiant unitaire. Donc ça, c'est une opération manuelle, hein, où il y a un opérateur qui prend le vêtement, qui l'ouvre et qui met la pièce. Ensuite, on stocke tout sur des cintres, donc pendus sur des cintres. Donc c'est des grandes lignes de racks métalliques avec des cintres dessus, tous les vêtements. Et ensuite, en fait, on a des machines qui viennent collecter les vêtements pour les envoyer dans des trieurs pour faire les commandes, et après ça part. Donc un opérateur qui plie le vêtement à la main. Donc quand il y a une cliente qui passe une commande de 3 vêtements, 2 accessoires, donc il y a l'opérateur après le tri qui reçoit ces 3 vêtements, 2 accessoires et qui les plie à la main, qui les met dans les enveloppes expédition qu'on envoie, et qui les met dans des chariots, et la poste récupère. Et de l'autre côté, en fait, c'est donc des enveloppes qui reviennent avec des vêtements en vrac, sales. Donc il faut les ouvrir une par une. Donc ça, pareil, c'est un opérateur qui l'ouvre, qui trie la robe blanche avec le pantalon blanc, avec toutes les catégories, le rouge avec le rouge. Et ça passe ensuite dans des machines. C'est pas des machines classiques, hein, c'est des énormes machines industrielles. Ouais, où on lave les vêtements dedans. Après, ça sort et ça passe dans ce qu'on appelle des tunnels de défroissage. Donc c'est des espèces de longs tunnels de 20 mètres de long où le vêtement rentre d'un côté, froissé, sur cintre, et il ressort défroissé de l'autre côté. Toujours sur cintre. Ouais. Et donc il est entreposé sur cintre. Ouais, et il est finalement plié au moment où la commande est préparée. Absolument. D'accord, donc ça c'est... Merci pour cette précision. Ça donne aussi une idée concrète des opérations telles que vous le vivez réellement. D'ailleurs, tu parlais des enveloppes. C'est des enveloppes en carton. Non, tu disais que c'est réutilisable. C'est quoi l'idée en fait? En fait, on a bougé. Au début du modèle, c'était des cartons avec des enveloppes plastiques dedans. Donc, quand je recevais le carton, et je renvoyais mes vêtements. Donc, je jetais le carton et je renvoyais mes vêtements dans les enveloppes plastiques qui étaient à l'intérieur. À force de sonder les abonnés, de nous remettre en question, on s'est rendu compte que ça générait trop de déchets. Du coup, on a tout remplacé par des enveloppes en tissu noir réutilisable, où l'allée c'est le même contenant qui fait le retour. Donc la consommatrice reçoit son enveloppe. On parle d'enveloppe, mais enfin ça doit faire une certaine taille quand même. Ouais. C'est du 30 par 40 cm par 4-5 cm de haut, mais donc en tissu, qui doit être costaud, j'imagine, pour ne pas subir de dommages durant le transport. Elle garde cette enveloppe, qui doit être, j'imagine, on doit pouvoir y glisser une feuille pour le bon de retour. Absolument. C'est ça. Il y a un petit encoche, on glisse l'enveloppe retour. En fait, il y a l'allée dedans, ça arrive, et donc la cliente, elle met le retour par-dessus, elle fait son retour, et ça revient chez nous. Et après, le tissu passe aussi dans notre blanchisserie, donc il y a un tas de pochettes vides, et après, c'est réutilisé du coup comme les vêtements pour l'abonné d'après. Ok, donc ça c'est super clair. Dans les opérations, effectivement, elles sont d'abord logistiques, et il y a aussi le sourcing. Finalement, comment vous faites ce sourcing, puisque vos clientes, tu parlais de rétention, et on va venir justement sur la relation client, elles restent aussi parce qu'elles y trouvent les vêtements qu'elles aiment. Tu parlais des stylistes. Comment vous sentez les tendances, les goûts, et puis comment vous allez acheter finalement les vêtements? On a une équipe d'acheteuses en fait qui vont faire des partenariats, des négociations, des choix avec des marques, la 60aine de marques partenaires. Donc elles vont dans le showroom et elles vont faire leurs choix en fonction des tendances. Donc elles ont des cahiers de tendance où elles essayent de se projeter. La boîte reste fondée par 2 ingénieurs. Donc on a fait en sorte d'avoir un modèle où on prenait assez peu de risques sur ça. Et en fait,
le fonctionnement qui découle derrière, c'est qu'on achète des gammes assez larges en petite quantité, 30-40 de profondeur maximum. On les rend très vite dans notre catalogue et on l'envoie très vite aux abonnés. Et en fait, on a un modèle où on récupère beaucoup de données sur les vêtements. Donc la taille est bien, pas bien, parce qu'à chaque fois en fait, que je reçois ma box pour recevoir la suivante, je peux noter. Et en fait, on a 99% des abonnés qui notent les vêtements. Donc on reçoit des données très précises sur les vêtements de il taille trop petit, il taille trop grand, il s'abîme, il se repasse pas bien, etc. Et donc après, ça tourne dans notre outil et le top des vêtements, donc ceux qui sont le plus résistants, ceux qui plaisent le plus, ceux qui se taillent le mieux, on va les racheter en grosse quantité et on itère de cette manière-là. Ok, donc c'est vachement rationnel. Le sourcing, l'achat de vêtements en fonction des tendances, des données, c'est data-driven réellement. C'est un mix entre... On va aller chercher des nouveautés un peu en prenant des risques du coup, donc ça c'est l'équipe d'acheteuses qui s'en occupe, ça c'est assez classique, et backé par en fait on check comment ça se passe derrière et on se permet de réallouer du budget quand ça se passe bien de tous les points de vue, résistance. En fait, ce qui est aussi assez marrant, c'est que c'est pas les marques les plus chères qui tiennent le mieux. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on ait une intelligence là-dessus pour qu'on ait un bon business model et pour que les vêtements aient une bonne rotation. Parce que nous, notre modèle devient intéressant quand les vêtements réussissent à bien les faire tourner. Et c'est là où ça a aussi plus de sens écologique. Et du coup, on a dû développer des intelligences là-dessus pour pas acheter même des vêtements qui ont peu de risques de ne pas plaire, donc des best-sellers, mais qui tiennent pas bien. Parce que le e-commerçant, il le vend, il s'en occupe plus. Nous, il y a une notion de réussir à le garder dans le temps. À le maintenir dans la durée. Et c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que les consommatrices vont retrouver des marques connues? Est-ce que c'est des marques qui sont pas forcément connues? Est-ce qu'elles sont à l'aise avec tout ça? Comment C'est des marques qui sont plutôt connues. Tu peux citer des marques avec qui tu travailles? Bien sûr. Ouais. On travaille avec Levi's, on travaille avec Make My Lemonade, on travaille avec Scotch Soda, La Fée Maraboutée, des petits hauts. Donc c'est des marques assez tendance et qui plaisent bien. Grâce Emilia, on en a une série pas possible parce que depuis le début on a refait entrer des marques. Tu as dit 60 marques, donc il y en a beaucoup. Ouais. Et encore, il y en a plein qu'on met en pause. Ça veut dire qu'ils sont dans notre catalogue mais qu'on n'utilise pas. Et du coup, il n'y a vraiment pas de corrélation entre le vêtement coûte cher et tient bien. Ça, c'est un apprentissage qu'on a eu avec le Closet. C'est pour ça qu'on est obligé de développer nos outils. Parce que finalement, les données que vous obtenez sur les vêtements, elles sont... Enfin, c'est une mine d'or. Qui est capable d'affirmer avoir ces données-là? À mon avis, les marques, elles les ont pas, ces données. Non, les marques ne l'ont pas. En fait, c'est du fait de notre modèle où le vêtement... est chez la cliente, porté par la cliente, lavé par la cliente parfois, et nous revient avec les données qui vont avec. Donc c'est ça qui fait que notre modèle, notre manière de subvenir aux abonnés est un modèle qui est super vertueux en données. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on parle de la donnée, c'est la super transition pour arriver justement sur cette quatrième partie qui est celle liée à la relation client, au CRM, à l'acquisition. Donc cette donnée produit, cette donnée client, elle est disponible. Comment vous les utilisez? Nous, on les utilise... on le revend pas en marque ou on le revend à personne, on l'utilise juste pour notre besoin interne. Et en fait, on l'utilise pour plusieurs choses. D'un côté, avoir l'intelligence d'achat, donc comme je le mentionnais, la plus intelligente et la plus performante possible. Ça veut dire que on veut pas c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un stock qui est assez efficient, parce que vendre 80% alors que 100% a été loué, c'est efficient. Parce qu'on a donc ça, c'est le premier cas d'utilisation, d'usage de nos données, c'est réussir à avoir l'inventaire le plus précis et le plus adapté à nos abonnés possible. Et le deuxième cas, c'est simplement réussir quand on fait nos recommandations aux abonnés, notre merchandising, remonter, comme on s'inscrit dans quelque chose de quotidien, il faut qu'on ait une bonne logique de telle personne aime ce style, telle personne à tel âge, telle personne à tel événement, donc réussir à avoir le merch, donc notre capacité à mettre en avant les bons produits au bon moment, le plus personnalisé possible, et donc cette data sert aussi à ça.
Ok, c'est très clair. Revenons donc, restons sur les consommatrices. Comment vous les recrutez? Est-ce que, parce que on fait du Google Ads, on fait de la recommandation, comment on fait pour recruter, parce que j'imagine qu'il doit y avoir très peu de requêtes cherche vêtements à louer sur Google, tu vois. C'est marrant parce que location de vêtements, c'est un terme on s'est positionné dessus en organique, donc en SEO, donc la recherche pas sponsorisée de Google, en 2014, en se disant, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de volume, mais bon. Et le volume a fait peut-être x10 depuis. Donc là, on se retrouve toujours en premier sur location de vêtements avec un volume qui est multiplié par 10. Donc les gens, c'est pas des volumes qui sont comparables avec location voiture, par exemple. Mais c'est quand même des mots-clés qui sont en pleine croissance. Donc ça montre que la tendance du marché est en train de s'ouvrir là-dessus. Comment on a fait pour grossir? Ça a beaucoup évolué depuis 2014. Au début, donc c'était plutôt ma partie de market, alors que Quentin gérait plus la tech. Ça s'est fait par on retrousse les manches et on apprend à faire des publicités sur Facebook, des publicités sur Google, donc de manière assez classique. Et ça a bien marché pendant assez longtemps. Ça s'est complexifié au bout d'un moment. Et là, en fait, il a fallu se réinventer un petit peu. On a sorti des mécanismes plus viraux de marrainage, parrainage, mailing. Et en fait, maintenant, donc, c'est un grand mix de marrainage, parrainage qui occupe 30% de notre croissance, ce qui est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 30% de nouveaux abonnés qui sont recommandés d'autres abonnés. Et le reste, 70%, ça va être un mix, donc c'est du sponsorisé, de Facebook, Google, de manière très classique. Beaucoup d'influences qu'on lance par période, petit à petit. Et on fait des campagnes diverses. On a fait notre première campagne télé fin d'année, plutôt début d'année 2022. Quand on fait une campagne télé, on cible quel type de chaîne? Les mainstream type TF1, ou alors est-ce qu'on est plus ciblé sur des chaînes de la TNT? Non, on a fait deux batchs. On a fait des TF1 M6 d'un côté et des chaînes de la TNT de l'autre, donc W9, TMC, etc. Et après, on cible des émissions féminines plutôt. Et en fait, c'était notre première campagne télé, donc on a un peu ouvert les vannes sur les chaînes et les émissions, et après on a sorti les chaînes et les émissions qui performaient le mieux. Et donc là, l'idée, c'est de la prochaine campagne télé, c'est qu'on se positionne, on se renforce sur ces chaînes et ces émissions qui ont bien performé. Ouais. Comment on mesure l'impact d'une campagne TV quand on s'appelle Le Closet? Eh ben, je connaissais pas du tout ce domaine, je l'ai découvert là cette année, et en fait il y a plein d'outils à la disposition des NVB qui permettent de mesurer l'efficience des campagnes télé. Donc nous, on a utilisé un outil qui s'appelle... j'ai oublié comment il s'appelait. C'est pas grave, mais qui permet de faire quoi? Qui permet, en fait, on installe du coup des pixels sur son site, comme les autres outils publicitaires. Et sauf que cet outil, en fait, il a les données de moments où on passe à la télé. Et en fait, comme il a l'historique du trafic, plus les moments où on passe à la télé, et donc les trafics pendant les moments où on passe à la télé, il est capable de mesurer de manière assez précise l'incrémental qu'apporte la télé jusqu'à la conversion. Même la conversion, il est capable de le mesurer. Et du coup, c'est grâce à ces outils qu'on peut mesurer. On a donc la liste des chaînes, la liste des émissions. Et c'est efficace. Avec la rentabilité télé. Est-ce que la télé est efficace? Ça a pas été, on a été plutôt déçus par rapport aux autres canaux plus traditionnels, mais on nous avait prévenu, on nous avait dit, ne vous attendez pas au miracle de la télé, ça vient avec le temps, la télé, ça devient très efficace quand on en est à la 3e, 4e campagne. Après, c'est peut-être des arguments commerciaux, de publicitaires, mais en tout cas, on était dans les clous de ce qui a été annoncé. D'accord. Les réseaux sociaux, l'influence, c'est un sujet que vous utilisez depuis longtemps c'est un canal d'acquisition ancien? C'est pas un canal d'acquisition ancien, c'est quelque chose sur lequel on s'était positionné il y a longtemps, qu'on avait un peu lâché et qu'on reprend plus récemment. C'est un canal qui marche bien, c'est juste que on a eu du mal à l'aborder du bon angle. Ça veut dire que c'est un canal, en fait, il y a un savoir-faire qu'on n'a pas réussi à dénouer complètement, et du coup, maintenant on se fait accompagner par des agences pour le faire. C'est-à-dire pour choisir les bons influenceurs? Ouais, le bon ton avec les influenceurs, le bon suivi, parce qu'il faut aussi leur offrir des produits, leur mettre à disposition des produits, la bonne manière de fonctionner avec ça. On n'a pas réussi en fait à trouver un
un fonctionnement où on était capable de sortir ce canal à échelle industrielle. Ça veut dire on était capable de faire du bidouillage, mais pas aller tellement plus loin, c'est ça? C'est ça. Alors que sur Facebook, Google, là, on est capable d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Les réseaux sociaux qui peuvent être particulièrement efficaces pour vous, c'est quoi? C'est Insta, c'est TikTok, c'est quoi? C'est Insta, ça a été longtemps Facebook, ça l'est beaucoup moins. Ouais. Insta, beaucoup. Google. TikTok, on se positionne dessus plus récemment. Ça prend plutôt bien. Et c'est à peu près tout en tant que réseaux sociaux. Ok. Et donc l'idée, c'est derrière de convaincre finalement l'audience de souscrire à un abonnement. Déjà de créer un compte. C'est quoi il y a différents niveaux. Il y en a qui créent le compte mais qui n'ont pas encore pris l'abonnement. Ouais. C'est ça? Bon, en fait, il y a plusieurs campagnes qui tournent en même temps. Il y a des campagnes dont l'objectif c'est de convertir à l'abonnement. Et dans ce cas, ces campagnes vont être très directes sur c'est sans engagement, c'est illimité. Si ça vous plaît pas, vous vous arrêtez. Plus moins 10% sur le premier mois. Ça, c'est une partie des campagnes. Et une partie des campagnes qui est plus sur le lead, donc qui vont être orientées un petit peu différent. De venez vous inscrire, prenez le temps, etc. Et après, du coup, le lead, il y a tout un travail de CRM qui est fait pour réussir à convertir le lead en abonné. Justement, parce que vous avez forcément une base de données, tu parlais de 30 000 tout à l'heure, mais qui sont actifs. Vous avez une base de données plus large de non-actifs. Est-ce que ça, c'est un vivier? Est-ce que c'est une réserve, en fait, que vous pouvez réactiver, que vous essayez de réactiver? C'est des campagnes de réactivation qui sont dédiées à ces consommatrices? Oui, il y a toute une logique de CRM où il y a les mails qu'on fait aux abonnés, qui sont plus dans l'expérience, la fidélisation, et il y a toutes les mails qu'on fait aux gens qui ne se sont jamais abonnés, les leads, qui sont plus sur venez essayer, c'est sans engagement, c'est limité, on met en lumière les atouts de notre modèle. Et il y a toutes celles qui sont désabonnées, effectivement, qui sont abonnées un jour et qui sont plus abonnées. Et donc ça, c'est des logiques différentes de essayer de comprendre pourquoi elles sont désabonnées dans la segmentation et essayer de répondre à leurs attentes en disant s'il y en a une qui s'est désabonnée parce que le temps, ça arrive, le temps entre deux commandes était trop long, on met en avant que depuis 2021, on a un super entrepôt qui tourne bien et maintenant, il ne faut plus attendre entre deux commandes. Donc on essaye de segmenter. C'est quoi le temps entre deux commandes? C'est on a des métriques de suivi là-dessus entre le moment où on a la notif et le moment où ça doit partir de chez nous, il faut qu'il se passe moins de 15 heures. Ah oui, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Tu parlais justement des comptes dormants, entre guillemets, je ne sais pas comment vous les qualifiez, mais qui ne sont pas actifs. Est-ce que pour les réactiver, vous arrivez avec la data à activer des campagnes de remarketing auprès de ces cibles? Sur des plateformes tierces? Ouais. Ça, c'est des choses qu'on teste. Donc ce sujet, je ne sais pas celui que je maîtrise le plus. Mais effectivement, il y a des budgets qui sont alloués sur nos bases de données. Comment est-ce qu'on va essayer de les recibler ailleurs? Donc, on a essayé avec Criteo, mais là c'est plus avec Criteo. Mais il y a d'autres acteurs que je pourrais on pourra en parler après. Je vais pas leur faire leur pub, mais que je connais effectivement. Écoute, Ralph, merci beaucoup pour tous ces éléments d'explication. J'espère que vous tous qui écoutez avez aussi découvert finalement une autre façon de faire du business qui est somme toute très vertueuse, cette nouvelle façon, l'usage au détriment de la possession pour le monde de la mode, des vêtements. Merci à vous tous qui écoutez, vous êtes toujours plus nombreux et ça fait très plaisir. Merci aussi à Comexposium, l'éditeur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, la grand-messe qui réunit tous les décideurs de l'écosystème retail e-commerce, pour son support pour cet épisode. Et puis surtout, Ralph, un grand merci à toi d'être venu prendre la parole, nous donner tous ces éléments d'explication pour plus d'une heure maintenant de conversation. Merci beaucoup pour l'enregistrement et l'accueil. À bientôt. À bientôt. Ralph.